Et si tout ce que vous saviez sur les cycles crypto était sur le point de changer? Cette année, le marché suit une trajectoire inédite. Restez avec moi pour comprendre ce qui rend ce cycle si différent des précédents. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le lundi 17 mars 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. J'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble du marché qui nous montre les dernières 24 heures plutôt rouges, hormis 2-3 exceptions. Si on fait un bilan de la semaine dernière et qu'on regarde plutôt en weekly, on voit que c'est un petit peu mitigé. Effectivement, on a connu une grosse baisse il y a 10 jours. Depuis, on est en train de consolider tout doucement. Il n'y a pas vraiment eu de gros mouvements. Je crois que le marché est tout simplement en train de se remettre de la chute qu'on a eue depuis ce dernier mois. Et alors, quand on regarde l'indice de la peur et de la cupidité, on se rend compte qu'on est toujours dans la peur, mais à un niveau un peu plus tolérable que la semaine dernière. La semaine dernière, nous étions dans l'extrême peur. On est descendu à 17. Aujourd'hui, on se retrouve à 22. Alors, c'est toujours pas la joie, hein, mais c'est quand même mieux. Donc quoi, ça peut changer vraiment rapidement, hein, puisque le 17 décembre dernier, le jour du FOMC, nous étions encore dans l'extrême cupidité, à 106 000 $, et un indice de la peur et de la cupidité à 81. Depuis effectivement ce FOMC, l'indice ne fait que chuter. Même l'investiture de Trump qui a fait passer le Bitcoin à 109 000 $ n'a pas suffi à nous faire repasser dans l'extrême cupidité. Clairement, la confiance baisse depuis le FOMC de décembre 2024. Alors justement, en parlant de FOMC, la semaine dernière, je vous disais que cette semaine, donc mercredi, il y aura le FOMC du mois de mars 2025. Donc c'est là que la Fed va décider si elle baisse, augmente ou laisse les taux inchangés. Et donc sur Polymarket, qui est un site de paris en ligne, il y a 99% de chances que la Fed ne bouge pas les taux. Et ça va un petit peu de concert avec ce qu'avait annoncé Jérôme Powell, puisque lui n'a pas envie de faire paniquer les marchés, même s'il voit que ça chute, même s'il voit que l'inflation baisse. Une chute trop rapide des taux pourrait créer justement un mouvement de panique. Et il n'a pas envie de céder à Trump non plus. Une petite guerre d'ego entre Trump qui dit « la Fed fera ce que je lui dis » et Jérôme Powell, président de la Fed, qui dit « bah non, nous on est indépendants, on fait ce qu'on veut ». Non seulement il n'a pas envie de faire paniquer les marchés, mais en plus il a certainement pas envie de céder à Trump. Donc est-ce qu'on va baisser les taux cette fois-ci ? C'est quasiment sûr que non. En revanche, il y aura une autre réunion FOMC qui aura lieu cette fois-ci le 7 mai. Et là, effectivement, sur ça, là, il y a de grosses probabilités qu'ils baissent les taux. Et alors, est-ce que ça suffira à relancer le cycle haussier de cette année? Eh bien, pas forcément. Et c'est de ça que je voulais vous parler dans cette vidéo. C'est que, pourquoi sommes-nous aujourd'hui dans cet état de peur extrême même? Tout simplement parce que nous sommes déçus. Nous avions des attentes et nous nous attendions à ce que le Bitcoin respecte son cycle habituel. Cycle de 4 ans. Bear market, bull market, bear market, bull market. Et alors que nous pensions enfin rentrer en bull market, c'est-à-dire post-halving et post-ATH. Alors le halving, je rappelle rapidement que c'est le moment où les récompenses en Bitcoin sont divisées par 2. Et ça a eu lieu au mois d'avril de l'année dernière. Et l'ATH, donc c'est un all-time high, c'est un plus haut historique. Généralement, on dit que le vrai bull run commence post-halving, donc après le mois d'avril 2024, et également après qu'on break l'ATH. C'est-à-dire qu'on est à un prix qui dépasse le plus haut historique précédent, du cycle précédent. Et donc l'ATH du cycle précédent, il était à 69 000 $. Les particularités de notre cycle actuel, c'est que cet ATH a été break avant le halving, grâce notamment à l'introduction des ETF Bitcoin Spot. Alors s'en est suivi une grosse période de consolidation. On a eu 8 mois pendant lesquels, je vais vous montrer le graphique rapidement, on a eu 8 mois pendant lesquels en fait on a accumulé, vous voyez, toute cette zone-là. En fait, on a oscillé entre 70 000 $ et 48 000 $ pour enfin casser la résistance juste aux élections de Donald Trump, donc début novembre 2024. Et alors là, en fait, on a vu le Bitcoin exploser, on a vu certaines altcoins exploser. Tout le monde a crié au super cycle. Non seulement ce cycle-là va être différent des précédents, mais en plus il va être encore plus explosif, puisque personne ne s'attendait à ce que des altcoins surperforment aussi rapidement. Normalement, le cycle habituel, le Bitcoin qui explose, ensuite la liquidité du Bitcoin est déversée sur l'Ethereum explose, ensuite la liquidité de l'Ethereum est déversée sur les altcoins, et ce sont les altcoins qui explosent. Là, on a eu une explosion quasi simultanée du Bitcoin et de certaines grosses altcoins. Par exemple, le Ripple qui a explosé, qui a fait un x5 entre juste avant les élections et juste après. On a eu Cardano qui a explosé, on a eu Hype, on a eu le SUI, on a eu le AAV. C'était tout nouveau pour nous d'avoir ce genre d'altcoin qui explose aussi tôt dans le cycle. Alors la vraie question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a toujours des cycles? Est-ce qu'on répète ce cycle de 4 ans comme les fois précédentes? Ou est-ce que cette fois-ci c'est différent? Force est de constater que cette fois-ci c'est différent. Déjà, on break l'ATH avant le halving. Ensuite, on a des altcoins qui pumpent en même temps que le Bitcoin. Alors, il y a des raisons macro derrière, hein. En réalité, le Ripple était bridé par des procès avec la SEC, et le fait que Donald Trump ait été élu, ça voulait dire changement d'administration, ça voulait dire changement de présidence de la SEC. Donc Gary Gensler, qui était fortement opposé au Ripple, ayant donné sa démission, on savait que effectivement le Ripple allait être plus libre. Donc beaucoup de gens ont spéculé à la hausse sur le Ripple. Est-ce que ça en fait un bon projet pour autant? Pas forcément, mais ça a suffi à le faire exploser. Et alors quand on s'attendait à ce que effectivement le Bitcoin commence à corriger pour repartir assez rapidement à la hausse, et bien finalement on s'est retrouvé dans un range entre les 90 000 $ et les 110 000 $ pendant presque 2 mois pour finalement casser ce range
à la baisse. On a même été touché les 76 000 $. Je sais pas si vous vous rendez compte. Un mois avant, nous étions à 109 000 $. Un mois après, nous sommes à 76 000 $. Alors, est-ce que c'est effrayant par rapport au cycle précédent? Non. On a eu des corrections de 30%, 50%, même 60%. Et pourtant, on a refait un ATH derrière. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que là, on est dans une phase de correction qui dure beaucoup plus longtemps qu'avant. Avant, on avait des phases de correction qui duraient peut-être une semaine, et puis tout était ravalé et on repartait à la hausse. Là, non seulement on range, on slow bleed, et on se retrouve à capituler et à osciller maintenant dans des zones qu'on n'avait pas l'habitude de revisiter aussi longtemps dans les cycles précédents. Quand je parle de zone, je parle de pourcentage de retracement. Et pourquoi ça dure si longtemps en réalité? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, le market cap du Bitcoin n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, il représente 1651 milliards de dollars. Au top de 2021, le market cap était de 1200 milliards de dollars. Sur ce cycle 2024-2025, au top initié le 20 janvier 2025, le market cap était de 2000 milliards, soit presque 2 fois plus. Et donc forcément, pour faire bouger le mammouth Bitcoin, aujourd'hui, il faut beaucoup plus de capitaux. Justement, on en a. Puisque depuis début 2024, on a les institutions qui peuvent investir dans le Bitcoin via les ETF. Oui, ils font bouger le marché, mais du coup plus difficilement, et puis surtout en leur faveur, selon leur stratégie, qui ne suit pas forcément notre plan ou notre cycle. Puisque comme je vous l'expliquais dans une vidéo précédente, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets un petit lien juste en haut, allez la voir parce qu'elle est vraiment très instructive, et je rentre vraiment en détail dans ce mécanisme. Mais quand ces institutions achètent du Bitcoin pour limiter leur risque, elles vont aller le shorter en parallèle. C'est-à-dire parier à la baisse, de manière à avoir une position neutre. C'est-à-dire qu'ils détiennent du Bitcoin spot, mais en même temps, ils parient à la baisse. Alors eux, du coup, ils sont safe, c'est-à-dire que quelle que soit l'évolution du prix du Bitcoin, ils vont être neutres, mais du coup, ils en détiennent. Et le marché, au lieu du coup d'exploser, puisqu'ils en ont acheté, il va rester neutre également, puisqu'ils parient à la baisse dessus. Ce sont des comportements qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur les cycles précédents. Alors cette année, effectivement, les choses sont différentes. Cette année, j'ai l'impression qu'on fonctionnait surtout sur des narratives. C'est-à-dire que l'année dernière, qu'est-ce qui a poussé le prix du Bitcoin à la hausse? C'était la narrative des ETF. Il y a eu un afflux de capitaux sur les ETF Bitcoin. Forcément, ça a poussé le prix à la hausse. Une fois que ça a commencé à s'essouffler, ça range pendant 8 mois. Et puis la narrative suivante, ça a été les élections américaines. Notamment l'élection de Donald Trump qui était foncièrement pro-crypto. Une fois qu'il y a eu l'investiture de Donald Trump, le prix est retombé. Le ballon de baudruche s'est dégonflé. Et maintenant, quelle narrative il nous reste? À part la baisse des taux, pas grand-chose. Effectivement, ça prend du temps. Il faut que l'économie se remette, puisque comme on l'a vu sur les vidéos précédentes, ce n'est pas seulement les crypto-monnaies qui ont chuté, c'est avant tout la finance traditionnelle qui a chuté, le Nasdaq, le SP500, etc., qui ont entraîné les actifs à risque avec eux. Et donc le Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors oui, pendant quelques mois, nous avons été suspendus aux lèvres de Donald Trump, qui faisait la pluie et le beau temps sur le marché. Maintenant que les choses se calment un petit peu, on attend effectivement cette baisse des taux. Puisqu'on sait quasiment à coup sûr qu'elle n'interviendra pas le 19 mars, les spéculations attendent surtout le 7 mai prochain. Avant cette date-là, je n'imagine pas forcément une hausse spectaculaire du Bitcoin. On va indéniablement se relever, c'est sûr, pas chuter non plus comme ça éternellement, mais ça ne se fera pas rapidement. Donc c'est en ça que le cycle de cette année, si on peut encore parler de cycle, est totalement différent des précédents. Tout est sur la durée. Il faut s'armer de patience. Alors la news suivante, c'est qu'un officiel de la Maison Blanche a déclaré aux leaders crypto que l'administration Trump souhaite acquérir autant de Bitcoin que possible. Mais uniquement de manière neutre pour le budget. C'est-à-dire exactement comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ils en achètent en spot, mais ils le shortent en parallèle pour avoir une position delta neutrale. Et également, il faut que ça ne coûte aucun centime aux contribuables. Alors ils n'ont pas 50 solutions, hein. C'est soit ils vont garder les futurs bitcoins qu'ils vont confisquer, soit ils vont utiliser les économies qu'auront fait le Doge, le Department of Government Efficiency, qui est actuellement dirigé par Elon Musk, et effectivement il fait tellement d'économies qu'il pourrait s'en servir un petit peu pour acheter du bitcoin. Et enfin, le dernier moyen, c'est lever de la dette, hein. Alors ça change rien au fait que ce sera le contribuable qui va payer, puisque la dette, qui est-ce qui la rembourse? Ce sont les contribuables. Mais politiquement, parler de dette pour investir dans le Bitcoin est plus politiquement correct. Alors on a la Russie qui utilise les crypto-monnaies, y compris le Bitcoin, l'Ethereum et l'USDT, donc le Tether, dans son commerce pétrolier de 192 milliards de dollars avec la Chine et l'Inde. Et oui, avec les sanctions qu'avait mises l'Occident sur la Russie n'avait plus accès au système SWIFT. De plus, le pétrole s'est changé également en pétrodollars. Et depuis, la Russie a trouvé la solution effectivement d'utiliser des crypto-monnaies pour commercer avec les autres pays des BRICS. C'est une très bonne chose pour l'écosystème. Alors la news suivante, c'est que le groupe Lazarus, donc les acteurs de Corée du Nord, convertit les Ethereum volés lors du hack de Bybit en Bitcoin et ils en détiennent désormais 13 562 pour une valeur d'environ 1,12 milliard de dollars. Alors il y a ça également qui a participé à la chute d'Ethereum, puisque vu qu'ils convertissent leur Ethereum en Bitcoin, ça crée une pression vendeuse sur Ethereum et une pression acheteuse sur Bitcoin, d'où la performance catastrophique du ratio Ethereum-Bitcoin. Alors, news suivante, la mise à jour Pectra d'Ethereum entre dans sa phase de test finale avec le testnet Hoodie. Le lancement sur le mainnet pourrait avoir lieu dès le mois d'avril 2025. Et je vous le rappelle, je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, c'est que cette mise à jour est très attendue. Elle rendrait la blockchain d'Ethereum encore plus efficace, et donc on espère que du coup la blockchain serait forcément moins boudée, à la fois par les développeurs du Layer 2, qui vont construire des projets sur la blockchain Ethereum, mais également par les utilisateurs. S'il y a un regain d'intérêt pour la blockchain Ethereum, forcément son prix va suivre. C'est peut-être ce dont on a besoin,
je l'espère, pour relancer un rallye haussier sur l'Ethereum. Et on a du retard à rattraper. Ensuite, on a Van Eck, une société de gestion d'actifs connue pour ses ETF et ses investissements dans les cryptos, qui a officiellement déposé un formulaire S1 pour un ETF Avalanche. Le formulaire S1, c'est une demande auprès de la SEC, une demande officielle pour créer un ETF sur Avalanche. Et donc dans la foulée, selon Look On Chain, on a la société financière de la famille Trump, la World Liability Financial, qui a acheté 103 911 AVAX pour une valeur de 2 millions de dollars. Bon, ils ont acheté également 2 millions de Mint, qui est un token qui sert notamment à la gouvernance sur l'exchange Bybit. Il faut savoir que Avalanche, c'est un projet américain et il faisait partie de la liste des projets à surveiller puisqu'ils sont américains et qui donc vont être favorisés par l'administration Trump. Et alors, petit fun fact qu'on m'a soufflé ce matin, on a Josh Mandel qui nous a prédit le 27 novembre 2024 que le Bitcoin vaudrait 84 000 $, 14 mars 2025, le P-Day, parce qu'effectivement, 3-14. Les Américains, ils disent le mois en premier, donc 3, puis la date 14, donc ça fait le 3-14-2025. Et donc c'est effectivement ce qui s'est passé. Le 14 mars 2025, on a clôturé à 84 000 $. Et alors, deuxième prédiction de ce cher Josh Mandel, sort une sorte de petit poème et qui dit que quand les 84 000 deviendront la base, le token sera inarrêtable, donc il prendra 360 000 $ de plus pour une valeur totale de 444 000 $. Ce serait le top de ce cycle. Bon, vous savez, moi je crois toujours pas aux prédictions de Madame Irma. Je pense pas que la boule de cristal existe, je pense pas qu'il l'ait non plus. C'est pas parce qu'il a eu un lucky guess une fois que toutes ces prédictions vont se réaliser. 444, ça me semble assez optimiste pour ce cycle-là. J'ai beau être bullish, j'ai quand même du mal à imaginer qu'on touche 444 000 $ sur ce cycle. Mais qui sait? Pourquoi pas? On verra. Alors c'était tout pour les news, on passe tout de suite sur le calendrier économique. Et aujourd'hui, rien d'important, on a les ventes au détail principales, qui vont tomber sur les coups de 13h30. Bon, pas de forte volatilité attendue. Et alors concernant les inflows et outflows sur les ETF, vendredi on a 59 millions de $ qui sont sortis de l'ETF Bitcoin. Et c'est plutôt pas mal puisque, effectivement, la baisse diminue. Vous voyez, on fait des sorties qui sont de moins en moins importantes. La panique est en train de se tasser. Et alors sur Ethereum, c'est 46 millions de $ qui sont sortis, ce qui reste relativement cohérent avec les jours précédents. Et on passe tout de suite sur la liquidation heatmap et on voit que au-dessus des 85 000 $, on commence à avoir des liquidités, une petite poche de liquidité qui est en train de se former. Et je vous parle même pas des 87 000 $ ou même des 100 000 $. Là, sans trop m'avancer, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'on monte, au moins aller chercher ces liquidités avant de redescendre. Mais pour la journée, clairement, je vais chercher à longue puisque je pense qu'on ira chercher ces liquidités au-dessus. Et quand on passe sur le Bitcoin en daily, je rappelle encore une fois, daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Et donc sur la journée de vendredi dernier, on se rend compte qu'on a été comblé le gap CME. On l'a comblé et depuis, on est en train de range dedans. Alors range, ça veut dire en train d'osciller dedans, voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'on fait des plus bas qui sont de plus en plus hauts, des plus hauts qui sont également de plus en plus hauts. Est-ce que c'est la reprise d'une poussée haussière? Bon, clairement, ça suffit pas encore. Mais avec les petites liquidités qu'il y a à prendre juste au-dessus, vous voyez là, aux alentours des 85 000 $, ce qui a été accumulé ici, il y a des chances que les prochains jours, en tout cas, soient plutôt verts. Alors quand on zoome en 5 minutes, pour regarder un petit peu le scalping, je vous rappelle, ce sont des positions qu'on prend qui vont durer moins d'une heure. C'est assez difficile aujourd'hui d'identifier les zones, puisqu'il n'y a pas eu vraiment d'imbalance qui ont été créés pendant le week-end. Pas eu de zone de déséquilibre. En revanche, comme à chaque début de journée, on va aller tracer son previous day high, son previous day low. Là, j'ai marqué également un niveau H4 sur lequel le prix a beaucoup réagi. Effectivement, si on arrive sur cette zone-là, je vais chercher plutôt à longue, à parier à la hausse sur le marché. Et si on arrive sur cette zone-là, donc sur les 85 250 $, je vais plutôt chercher à short, donc à parier à la baisse du marché. Pour l'instant, je reste en observation. Pas exactement ce qui va se passer. C'est la première journée de trading de la semaine. Il vaut mieux être dans l'observation, vu que le week-end a été plutôt plat en termes de volatilité. Je récapitule, si on arrive sur la zone des 81 100 $, je vais chercher à long. Si on arrive sur la zone des 85 250 $, je vais chercher à short. Et alors quand on regarde l'Ethereum en daily, bon, on consolide, on n'arrive pas à se remettre de cette chute. Après avoir touché les 1750 $, là, on n'arrive pas à se remettre, c'est terrible. Pour l'instant, Ethereum ne montre aucun signe haussier, quoi. Hormis la petite divergence bullish dont je vous ai parlé la semaine dernière, un prix qui fait des bas de plus en plus bas, alors que le RSI fait un bas qui est plus haut que le précédent. Ça, on appelle ça une divergence bullish. Est-ce que ça suffit à relancer Ethereum? Bon, j'y crois pas trop. Même si la divergence est quand même beaucoup plus prononcée sur Bitcoin et que Bitcoin pourrait entraîner Ethereum, là, le rebond, il va pas être spectaculaire, quoi. D'ailleurs, quand on regarde le ratio Ethereum-Bitcoin, bon, bah, on consolide dans les bas-fonds. Là, je pense qu'on va pas tarder à trouver le Titanic. D'ailleurs, est-ce que selon toi, il y avait de la place pour Jack sur cette foutue planche? Dis-le moi en commentaire. Je déconne, on s'en fout. Et on finit par la Bitcoin dominance. Depuis quelques semaines, écoutez, se stabilise dans un petit range là. Ça monte pas, ça baisse pas. On a Bitcoin qui consolide autour des 62%. Bon, c'est historiquement haut. Il y a peu de chances qu'on aille plus haut. Mais en même temps, tant qu'on casse pas cette trend haussière, aucune chance pour que le marché revoie des couleurs sur les altcoins. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!